un hackathon. Il y a le côté individu-interaction, parce que voilà, c'est un hackathon sur place, on n'est pas sur Internet, on va avoir comme contact son équipe, l'organisation du hackathon et évidemment toutes les autres équipes, et il faut en profiter. On a la démo fonctionnelle, le prototype qu'on veut obtenir à la fin du hackathon. Et il y a une partie aussi sur la préparation de l'avenir, ce que vous voulez faire après le hackathon avec le projet. Pour la première partie, pour la partie individu et interaction, il y a 2 points qu'on a tendance à négliger quand on commence à rejoindre des équipes au début de l'hackathon. C'est, en plus de trouver un sujet qui vous intéresse, évidemment, trouver quelqu'un avec qui vous pensez bien vous entendre. Parce qu'on a tendance, souvent dans ces événements, à dire il faut partir sur la meilleure idée, il faut partir sur le truc le plus challengeant, mais c'est aussi 2 jours, vous allez être 10 heures, 12 heures, 15 heures, je ne sais pas comment vous organisez, avec les mêmes personnes. Il va falloir vous entendre, il va falloir faire en sorte que le projet avance, et vous ne pouvez pas forcément vous entendre avec n'importe qui. Donc c'est à vous de voir par rapport à comment la personne va pitcher, comment la personne va réagir quand vous allez la voir ensuite pour discuter avant de rejoindre son équipe, comment ça fonctionne. Il faut aussi trouver des gens qui sont complémentaires pour passer un hackathon intéressant pour vous, pour apprendre beaucoup. Il faut trouver des compétences qui ne sont pas forcément les vôtres. Si vous êtes un développeur, par exemple, si vous allez dans une équipe où il n'y a que des développeurs, vous allez moins apprendre que si vous trouvez des designers, si vous trouvez des médecins, si vous trouvez des professionnels de la santé, qui vont vous permettre de connaître tous ces sujets-là et auxquels vous n'êtes pas forcément confronté dans votre vie quotidienne. Donc là, en image d'illustration, c'était un hackathon. Donc c'était un hackathon qui se passait dans un château, parce qu'il y a vraiment des hackathons qui se passent dans beaucoup de contextes différents. Celui-là se passait dans un château pendant 5 jours en Suède, et c'est un hackathon international aussi. Donc il y avait à peu près 1/5 qui venait du pays, de Suède, et on avait des personnes qui venaient de tous les pays d'Europe, une partie qui venait aussi d'Australie, etc. Et forcément, c'est très instructif parce qu'on apprend à la fois la culture de la personne et on apprend à connaître un technicien qui est venu au hackathon pour découvrir comment fonctionnait le développement. On apprend à connaître des graphistes, on apprend à connaître comment les gens fonctionnent, peu importe les frontières. Ce qui va aussi être forcément très important, c'est le prototype, la démo que vous allez produire. Pour ça, la première étape que vous allez avoir une fois que vous avez réuni l'équipe, c'est définir l'objectif. Donc ça peut être le porteur de projet qui vous dit je veux que à la fin du hackathon, ce que je fais soit soumis à des investisseurs, par exemple, ou ce que je fais va être testé par des patients, parce que ça peut être sa décision, ça peut être aussi une concertation avec les membres de l'équipe, de définir vraiment ce que vous allez faire en 2 jours et à qui ça va s'adresser. Un autre point sur la méthodologie, c'est la partie itérative et incrémentale. Donc ça, c'est vraiment une technique qui est très liée à l'informatique, puisqu'on a pas mal de méthodologies en informatique dites agiles, donc dont Scrum fait partie, où, pour simplifier, on se focalise sur le minimum à concevoir pour avoir quelque chose qui fonctionne, et ensuite on va demander du feedback, du ressenti sur ce qu'on a fait auprès des clients de notre logiciel, auprès des développeurs, auprès de toutes les personnes
qui sont concernés par ce logiciel. Donc, dans la méthodologie Scrum, on va définir par exemple des échéances qui sont appelées les sprints, qui vont pouvoir être des moments clés où on va présenter tout ce qu'on a fait, on va récolter tous les feedbacks et on va replanifier la suite en fonction des feedbacks qu'on a eu durant cet événement. Là, sur un hackathon, vous pouvez le voir de deux façons différentes. Soit vous vous dites, on va tous travailler pour avoir un objectif au bout de 2 jours, et au bout de 2 jours, vous aurez du feedback parce que vous allez présenter un peu le sujet, en parler autour de vous. Ou vous pouvez faire des points de manière plus régulière. Vous dire chaque demi-journée ou bien chaque 2-3 heures, on s'arrête tous de travailler, on regarde ce qu'on a fait, on discute avec les autres équipes, si possible, et on récolte tout ça, tout l'avancée pour pouvoir continuer et profiter du fait que on est une centaine de personnes, plusieurs centaines de personnes ici. Un aspect à ne pas négliger, ici, c'est le rythme de vie équilibré. Ça, c'est quelque chose qui se voit rapidement dans les hackathons. C'est les personnes qui commencent, qui ont fait peu de hackathons, vont essayer de faire le plus rapidement possible ce qu'ils veulent faire. Ils vont passer, par exemple, le vendredi soir, la nuit du vendredi, à travailler le matin du samedi, et au bout d'un moment, ils vont juste être complètement épuisés, et on les reverra plus le samedi après-midi. Parfois, le dimanche, ils ne viennent plus même à l'événement. Donc, ça ne vaut pas le coup. Ce qui vaut le coup, c'est de se reposer, de garder un rythme assez régulier afin de pouvoir être encore efficace, pouvoir échanger avec les personnes qui sont là aussi, puisque plus vous allez rester plus tard, moins il y aura de personnes, forcément. Donc, ce que je vous conseille, ce que je vois souvent dans les hackathons, c'est le vendredi soir, vous restez pour pouvoir faire le brainstorming, définir l'objectif, définir les rôles, commencer à voir quelles sont les échéances, et ensuite, soit vous faites vraiment quelque chose de pas compliqué, ou soit vous allez vous reposer, et le samedi, vous allez à fond, une fois que vous êtes bien reposé, une fois que vous avez un peu réfléchi sur ce que vous allez faire. Il ne faut pas avoir peur du fait que ce soit que 48 heures aussi. Il y a pas mal d'hackathons qui sont par exemple liés aux jeux vidéo, où on le fait en 24 heures. Donc en 24 heures, on demande, sur un sujet qui est donné au début de l'événement, de produire un jeu vidéo. Il y en a aussi qui durent 2 heures, même voire 1 heure, où les gens vont produire quelque chose en 1 heure. Donc c'est vraiment pas la durée qui devrait faire peur. Ce qui devrait vous motiver, c'est de faire ça de manière intelligente et de faire ça de façon à ce que vous puissiez avoir une idée qui soit claire, vous puissiez avoir un prototype qui fonctionne et qui illustre votre projet. Donc pour ça, 2 principes selon moi. Ne pas faire ce qu'on ne veut pas montrer et ne pas montrer ce qui n'apporte rien. Pour le premier, en fait, vous avez pas mal d'équipes dans des hackathons qui vont partir sur de l'architecture logicielle, par exemple, ou des composants graphiques qui sont très développés. Et tout ça va être pas montrable. Et bon, ça ne va pas illustrer l'idée du projet sur lequel vous travaillez. Et donc, vous aurez fait ça pour rien durant le week-end. Ça restera dans un coin. Et il y a de grandes chances que, comme c'est quelque chose que vous avez quand même développé pendant un week-end, vous deviez de toute façon revenir dessus plus tard pour pouvoir le réutiliser. Donc, ce n'est pas très utile niveau retour d'investissement. Ce que vous avez besoin de faire surtout, c'est de regarder le résultat
ce que vous voulez obtenir, le prototype qui montre vraiment votre idée. Et à partir de ça, créer par exemple un prototype pendant 1 heure ou 2 qui fait ce que vous voulez faire à la fin du week-end. Mais forcément, il sera pas élaboré au niveau des graphismes, il n'y aura rien derrière au niveau de la technique, mais vous aurez un premier prototype, un premier jet, qui vous permettra de communiquer avec votre équipe ce qui est vraiment important, ce que vous voulez faire dans le prototype, et à partir de ça, améliorer, rajouter ce qui rentre dans le cadre de votre idée. J'avais eu le cas, par exemple, dans un startup weekend, où on voulait faire un prototype d'une application une application mobile de rencontre. On pouvait aller dans une ville, on pouvait dire voilà, il y a X amis sur une ville et on peut les rencontrer. Et pour faire ce prototype, j'ai eu des collègues de mon équipe qui disaient ah oui, bon, moi je m'occupe de faire l'architecture, je m'occupe de faire la base de données, toi tu t'occupes de faire les graphismes. Là, j'ai eu des designers qui sont partis sur la création d'une maquette et ensuite ils ont découpé chacun des composants de la maquette pour que les développeurs puissent les rassembler. Donc tout un processus long qui est le processus habituel de développement d'un logiciel, développement d'un prototype dans l'industrie. Mais dans un hackathon, en fait, c'est pas ce qu'on veut. Dans un hackathon, on part du résultat de ce qu'on veut. Donc là, c'était une application mobile qu'on voulait montrer. Donc ce que j'ai pris, c'est un logiciel de prototypage d'applications mobiles sur Internet. Et il existe pas mal, par exemple Proto.io. Et ça me permettait d'afficher directement sur un navigateur un téléphone avec des composants dessus qui étaient pas actifs, mais qui permettaient déjà de voir sur le navigateur à quoi ressemblait l'application. Ensuite, j'ai passé un peu de temps à regarder quelles sont les interactions principales que l'utilisateur avait besoin. Donc, dans ce cas-là, on voulait montrer vraiment qu'il peut défiler sur sa liste d'amis. On voulait montrer qu'il pouvait aimer une publication. Donc j'ai pris ces idées-là et j'ai rajouté du coup un défilement sur une partie de l'écran et il y a un des boutons qui permettait de mettre j'aime sur la publication. Et j'avais ça. J'ai fait du coup en 1 heure ce prototype et le reste du temps, je suis allé soit discuter avec les autres équipes, soit je l'ai présenté, soit j'ai fait en sorte de exploiter le fait qu'on est dans l'instrument. Oui. Tu peux redire le nom de l'app que tu as utilisé là, pour faire ton proto? J'ai pas le temps de noter. C'était proto.io. Ah, d'accord, proto.io. Et ce que vous avez fait à vu le jour? En l'occurrence, non. C'était en fait c'est un projet intéressant. La personne a eu un business angel qui est venu le voir après, mais qui a donné comme condition que je devais moi personnellement aller dans l'équipe qui finance, ce qui rendait ça plus compliqué parce que j'avais un travail à côté. Et il faut aussi voir ça, c'est aussi des aspects qu'il faut discuter. Est-ce que toutes les personnes dans l'équipe sont motivées ensuite par continuer le projet? Est-ce que ça vous plaît l'idée? Est-ce que l'équipe vous plaît? Est-ce que vous avez le temps pour faire ça? Donc ça va jouer forcément après, selon moi. Une dernière question, c'était pas sûr que tu l'as dit en te présentant. Tu restes en coaching sur le plateau? Je reste en coaching, oui. L'autre point, donc c'est corollaire, ne pas montrer ce qui n'apporte rien. C'est dans votre démo de votre prototype, vous n'avez pas besoin de montrer la technique derrière, vous n'avez pas besoin de montrer des écrans de menus ou de configuration qui ne présentent pas votre idée. Ça, c'est du temps que vous pouvez utiliser plus à peaufiner le prototype, à peaufiner l'idée, la stratégie derrière le projet. Et si on a un proto physique, un objet connecté, parce que là, vous citiez un exemple informatique numérique, Ouais. est-ce qu'on a des moyens
de fabriquer un proto physique en objet? C'est une bonne question. Je ne sais pas quels sont les moyens pour... Je ne sais pas s'il y a des imprimantes 3D ou autre matériel. Je ne peux pas aider sur ça. Pour la présentation, ce que vous voulez aussi, c'est vous assurer que le matériel est compatible. Vous assurer que votre ordinateur, déjà, va tenir la charge, que vous avez assez de batterie, que vous avez la bonne connectique, que vous avez un HDMI ou un VGA, selon ce qu'il faut. Vous voulez vous assurer que les résolutions sont bonnes, que le contraste est correct, que votre application soit assez lumineuse pour pouvoir être vue dans une salle avec un projecteur qui tape dessus. C'est pas la même chose qu'avec un écran, donc il faut vraiment vérifier ça. Si c'est pas le cas, vous pouvez aussi dans votre application permettre d'avoir des raccourcis pour pouvoir par exemple augmenter la luminosité de votre application, augmenter le contraste si jamais vous en avez besoin. Ce qu'il faut aussi, idéalement, pour votre prototype, c'est pouvoir montrer les interactions de l'utilisateur. Vous voulez pouvoir faire en sorte que le public puisse voir quand quelqu'un clique, par exemple, sur l'application. Donc, soit avoir un curseur qui soit assez grand pour pouvoir le voir, soit mettre un effet sur le curseur. Vous voulez aussi pouvoir avoir, si c'est physique, avoir une caméra, quelque chose pour pouvoir le montrer. Si c'est un téléphone portable, je vous conseille si c'est une application mobile, je vous conseille de plutôt avoir un rendu sur un navigateur, parce que filmer un écran, ça va pas forcément bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser en amont. Qu'est-ce qui se verra? Est-ce que votre application aussi a une résolution assez grande pour pouvoir voir vraiment les points qui sont importants et qui vendent votre idée? Par exemple, je parle d'une application avec une section commentaires, avec des boutons d'appréciation, j'aime, etc., avec des émoticônes. Ça, il faut vraiment que ça apparaisse si c'est important pour votre idée. Il faut vraiment que ça apparaisse en grand, il ne faut pas que ce soit juste un petit détail dans votre prototype. Il faut aussi faire en sorte que votre prototype fonctionne avec le moins d'installations possible. Idéalement, vous voulez aussi pouvoir le mettre à disposition de tout le monde qui puisse l'installer. Donc, si personne doit installer 3 logiciels avant d'utiliser votre prototype, qui n'utilisera jamais votre prototype. Donc, c'est une considération à prendre en compte avant. Et enfin, dernier point, la préparation de l'avenir. Ça se fera aussi au hackathon, idéalement, où vous allez discuter de comment vous allez communiquer sur le projet après le hackathon. Donc, voir si vous voulez créer des vidéos pour présenter votre projet, avoir des images. C'est aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé avant, mais qui peut être utile, c'est d'avoir donc des images et des vidéos au cas où votre prototype ne marche pas, pouvoir montrer quelque chose. C'est aussi utile dans votre prototype si vous avez beaucoup de contenu, de le chapitrer, de faire en sorte que les gens puissent accéder à n'importe quelle partie de votre contenu assez facilement, que ce ne soit pas quelque chose qu'il faut accéder en passant du temps, si vous voulez que la personne puisse vraiment profiter du contenu. Et donc c'est quelque chose que vous devez pouvoir vendre, pouvoir expliquer facilement que matière de votre prototype, et donc c'est en gros un pitch que vous allez aussi écrire pendant le hackathon. Mais je vous conseille également de garder contact, seulement avec les personnes avec qui vous avez travaillé, garder contact aussi avec les organisateurs, les coachs avec qui vous allez discuter, parce que c'est jamais perdu. Et idéalement, si vous voulez pouvoir continuer un projet après le hackathon, essayez de fixer tout de suite une date où vous revoyez les personnes de l'équipe. Et n'attendez pas que le hackathon soit fini, que tout le monde rentre chez lui et se dise « Ah oui, c'est fatigant, mais maintenant, je reprends ma routine. » Et du coup, ça c'est derrière moi. Vous dites ça tout de suite pendant le hackathon. La semaine prochaine, on se boit un verre, on se voit le jeudi, on se voit dans 2 semaines. Et comme ça, vous êtes sûr au moins de garder un minimum de contact.
Au final, vous avez 3 points à retenir, c'est ça. C'est privilégier les individus, les interactions. Ne restez pas la tête dans le guidon tout le week-end. Privilégier une démo fonctionnelle à une démo trop complexe. Et préparer l'avenir. Est-ce que vous avez des questions? Pour 3 minutes. Waouh. Donc en fait, tu privilégies de commencer par ce qu'on veut obtenir en fait, pour la fin de l'hackathon, qu'on va obtenir dans l'absolu, et de le faire de manière le plus optimisée possible pour passer du temps à faire autre chose en fait, c'est ça? Ce que tu as dit tout à l'heure. Passer du temps à itérer sur ça, passer du temps aussi à apprendre des autres. Oui. Vous pouvez pas travailler de toute façon 12 heures de suite sur un prototype et être productif pendant 12 heures. Donc si vous alternez, si vous pouvez comme ça avoir un prototype que vous améliorez au fur et à mesure des discussions et vous interagissez avec les personnes autour de vous, c'est plus efficace. D'autres questions? Dans la salle, le placement sera libre ou il est prédéfini pour chacun des projets? Parce que... Je ne sais pas non plus. Vous disiez à quel moment de... Quand on va commencer à aller se placer pour le hackathon, j'imagine que c'est... Moi, c'est la première fois que je participe, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Bien. Non, Ça c'est bien. En fait, on met des groupes de l'autre côté, puis après vous venez et puis vous place, vous faites deux par salle à l'époque. Donc 2 groupes dans chaque coin. En fonction de la taille des équipes aussi. Oui. Mais la tête de l'équipe va jouer aussi énormément sur votre efficacité. Si vous partez sur une équipe de moins de 5 personnes, on va dire, vous allez pouvoir avoir des échanges naturels autour d'une table parce que vous allez être à proximité. Dès que vous allez agrandir l'équipe, vous êtes autour de 10 personnes. Là, il faut penser à faire un peu de gestion de projet, faire de la synchro dans l'équipe. Des sous-équipes. Sous-équipe, oui, pas trop. Il y a des outils en ligne aussi pour pouvoir avoir des listes de tâches partagées, comme Trello, où vous pouvez mettre une liste de toutes les tâches que vous voulez faire pour avancer, et les gens les prennent pour pouvoir communiquer avec les autres personnes sur le projet. Donc utilisez Trello, Google Drive pour partager des fichiers. Si vous faites la programmation, il y a des outils de gestion de sources qui peuvent être utiles. Ça sera difficile de l'apprendre au fur et à mesure du week-end si vous l'avez jamais utilisé. Des outils comme Subversion ou Git. Mais mettez le plus de temps. Ne perdez pas de temps à faire quelque chose qu'un outil pourrait faire pour vous. Et dans le coaching, un peu plus dans le détail que tu ne le fais là, vous allez nous donner des conseils par rapport à ces sujets-là organisationnels. C'est ça. Un petit peu. C'est plus orienté gestion de projet, méthode agile, tout ça. Les équipes doivent faire quelle taille? C'est quoi le nombre de personnes idéalement par équipe? C'est autour de 5. Je crois qu'il y a une limite de 10. Il y a un mini, Un minimum. un minimum, pardon. Oui. Il me semble aussi que c'est dans la composition de l'équipe différents profils. On ne peut pas faire une équipe de, par exemple, 5 développeurs, ça passera pas. Quoi. Oui, S'ils veulent faire un truc pour des développeurs, il faut. pas forcément plus vous êtes nombreux avec la même discipline, plus il va falloir passer du temps à synchroniser ce que vous faites. Vous allez avoir 5 développements en parallèle, faire en sorte de notifier les développements, c'est pas aussi facile que si vous êtes 1 ou 2 personnes. Pareil pour des graphistes, pareil pour toutes les disciplines. Et vous disiez,
moi, dans le passé, j'ai rarement vu des projets continués, à part les projets nature, qui apportaient à l'hackathon déjà avec déjà un proof of concept. Mais il y a vraiment Strasbourg, vous arrivez à monitorer le nombre de projets qui persistent, est-ce que les gens arrivent à avancer ou ça reste une minorité Je ne sais pas les chiffres, je ne sais pas. Ceux-là qui me lèvent pas. Non, je trouve ça bien, mais c'est vrai que c'est super difficile pour les gens. Généralement, j'ai remarqué de compter les projets, en particulier s'ils ne sont pas situés, s'ils sont dans une géographie différente de Strasbourg. C'est pas facile. Sauf si effectivement le projet il a vraiment il portait un intérêt. Je ne sais pas si les autres ont participé, est-ce qu'il y a eu un suivi du projet Sur ce que moi j'avais fait à l'époque, clairement non. Après, c'était pas le but non plus. C'était juste pour pousser et puis fini. Ce que je vois souvent, en fait, c'est plus des équipes qui restent ensemble que des projets qui continuent. C'est plus des gens qui apprennent à se connaître via les projets, qui découvrent qu'ils s'entendent bien, qui travaillent bien ensemble et qui restent en contact et vont faire soit d'autres hackathons, soit monter des projets plus sérieux, plus grands à côté. En fait, c'est pour se rencontrer les hackathons. J'ai une question par rapport à la communication projet. Est-ce que ça va faire partie de la présentation finale? On doit également présenter notre plan de communication pour l'avenir? Non. Non, c'est conseillé parce que vous voulez peut-être vous en servir pour un portfolio, pour... Ça crédibilise un peu quand projet. même, si tu as une perspective de comment tu vas développer. Oui. Ça crédibilise. Juste présenter la démo, tu vas rien faire. Merci à tous. Merci.